Carole veut nous raconter une histoire vraie qui la hante depuis 2010, quand elle avait 14 ans. À cette époque, elle vivait dans une résidence tranquille appelée Questons Avenue. Il y avait 5 bâtiments. Carole habitait dans le bâtiment B, au rez-de-chaussée. Juste en face de son immeuble se trouvait le bâtiment D, où elle prenait des cours particuliers. Et juste à côté du bâtiment D, il y avait une petite porte de sécurité, discrète et obscure. Elle était toujours fermée. Carole n'avait jamais vu personne l'utiliser. Elle avait l'impression que tout le monde l'avait oubliée. Les résidents, les gardiens, tout le monde. Ses journées étaient sans histoire. Elle partait en cours le matin, et à 18h30, elle rentrait chez elle. Le trajet de son immeuble au bâtiment D prenait environ 20 minutes. Un temps qu'elle passait à rêvasser ou à bavarder avec ses amis. Un soir après les cours, elle était sortie avec une de ses amies. Elle riait, partageant les encas qu'elles avaient apportés. Mais son amie avait dû partir pour un autre cours, et Carole s'était retrouvée seule, terminant lentement ses dernières bouchées. C'est à ce moment-là qu'elle l'a vu. Un homme, grand, maigre et dérangeant, qui sortait de cette fameuse porte de sécurité. Celle que personne n'utilisait jamais. Ses mouvements étaient étranges, comme s'il avait du mal à contrôler son propre corps. Ses bras tressaillaient. Ses gestes étaient saccadés. Puis son regard a croisé celui de Carole. Quelque chose n'allait pas. Vraiment pas. Son visage était inquiétant. Ses yeux étaient trop grands, et sa mâchoire pendait de travers, comme si elle n'était pas alignée avec le reste de son visage. Il l'a fixée. Carole a tenté de l'ignorer, et s'est concentrée sur son goûter. Mais soudain, il a bougé. Il ne s'est pas contenté de marcher vers elle. Il a vacillé, et sa démarche hésitante s'est transformée en une avancée prédatrice. Avant qu'elle ne puisse réagir, il était juste derrière elle, et il a tiré sur son sac avec une telle force qu'elle a failli perdre l'équilibre, et s'est retournée d'un coup. Son cœur battait si fort qu'elle a cru qu'il allait exploser. De près, il était terrifiant. Ses mêmes yeux exorbités, cette mâchoire déformée, et ce rictus tordu, plein de quelque chose qu'elle ne saurait décrire autrement que de la malveillance. Il lui a demandé s'il avait de l'argent dans son sac. Sa voix était rauque et grave, un râle qui lui a glacé le sang. Elle a bredouillé que non, elle n'en avait pas, les mains tremblantes. Il n'a pas cligné des yeux. Il l'a fixée d'un regard profond et glacial. Puis ses yeux ont dérivé vers les bancs tout proches, où quelques passants commençaient à les observer. Leur regard inquiet ont semblé briser l'instant, pendant une seconde. C'est alors qu'il a éclaté de rire. Mais ce n'était pas un rire normal. C'était un rire creux, moqueur. On aurait dit quelque chose qui essayait d'imiter un rire humain. « Oh, pourquoi t'es si effrayée? Y a quelque chose qui va pas, petite ?» C'en était trop pour Carole. Elle a arraché son sac de ses mains et s'est enfuie. Elle a couru aussi vite qu'elle a pu vers son immeuble, jusqu'à la porte de chez elle. Quand elle est rentrée, elle était hors d'haleine, terrifiée. Elle a tout raconté à ses parents. Ils ont été alarmés et lui ont dit que si jamais elle revoyait cet homme, elle devait les appeler immédiatement. Ils n'hésiteraient pas à le signaler. Mais elle ne l'a jamais revu. Quelques jours plus tard, une de ses amies lui a dit qu'elle avait vu le même homme que celui que Carole lui avait décrit. Elle pensait qu'il était peut-être ivre, vu qu'il y avait plusieurs magasins d'alcool dans le coin. Elle a dit qu'après le départ de Carole, son visage était devenu livide, qu'il avait titubé jusqu'à cette même porte de sécurité, celle d'où il était sorti, et qu'ensuite, il avait disparu. Encore aujourd'hui, Carole ne sait pas qui il était, ni ce qu'il voulait. Mais l'image de son visage, cet instant où il a agrippé son sac, reste gravée dans sa mémoire. Ruby avait 13 ans quand cette histoire lui est arrivée. Ses parents étaient partis en voyage d'affaires à Los Angeles, alors elle avait dû rester seule à la maison. Son père lui avait laissé sa carte bancaire pour qu'elle commande tout ce dont elle avait besoin. Donc au fond, elle s'était plutôt réjouie d'être seule. Et elle n'avait pas peur, car elle était restée seule chez elle de nombreuses fois. Et puis, ce n'était que pour 3 jours. À cette époque, il y avait cette rumeur des clowns qui s'introduisaient dans les maisons pour faire des choses bizarres. Mais ils ne venaient jamais dans son quartier. Ils ciblaient surtout des endroits plus isolés, près des forêts. Même si leur clôture aurait été facile à escalader, sa famille n'y avait jamais vraiment prêté attention, car le quartier où il vivait était très sûr. Ce soir-là, il était environ 18h, et comme c'était l'hiver, la nuit était déjà tombée. Ils avaient une pièce vitrée à l'arrière de la maison, une sorte de véranda, qui donnait directement sur le jardin. Cette pièce était juste à côté de la cuisine. Ruby avait eu un petit creux, alors elle était allée chercher des snacks dans le frigo, puis était retournée au salon pour continuer à regarder la télé.
Le toit de la véranda amplifiait le moindre bruit qui tombait dessus. Et ce jour-là, il pleuvait fort, si bien qu'on n'entendait rien d'autre que le martèlement des gouttes sur le toit. Au bout de quelques minutes, Ruby avait commencé à se sentir fatiguée, alors elle avait décidé de monter dans sa chambre pour s'allonger. Elle était sur le point de prendre son téléphone pour scroller sur les réseaux, quand elle a entendu un bruit violent en bas. Ça l'a glacée sur place. Elle a eu très peur, mais elle a essayé de se rassurer en se disant que ce n'était sûrement rien, avant de descendre pour vérifier. Elle est sortie de sa chambre, a descendu la moitié de l'escalier et a regardé dans le couloir. La maison était plongée dans le noir, mais elle savait qu'il y avait quelqu'un en bas. Elle a vu la silhouette d'un dos. Elle est aussitôt remontée dans sa chambre, en essayant de ne faire aucun bruit. Puis, elle a entendu des pas qui se déplaçaient dans le salon. Elle a immédiatement appelé la police et a chuchoté à l'opératrice qu'elle avait besoin d'aide. Mais soudain, elle a été prise d'éternuement, prise de panique, et s'est précipitée vers la salle de bain, la seule pièce avec une serrure. Alors qu'elle atteignait la porte, elle a entendu l'homme monter les escaliers en courant. Elle a verrouillé la porte et s'est efforcée de ne pas pleurer. L'homme a essayé d'ouvrir la porte, tournant la poignée sans relâche. La salle de bain avait une petite fenêtre floue, et Ruby a pu apercevoir ce qui se tenait derrière la porte. C'était un clown. Un clown avec des cheveux verts, sans nez. Il portait une tenue étrange et tenait un couteau gigantesque. Elle n'avait pas le choix. Elle a sauté dans la baignoire, ouvert grand la fenêtre, et a sauté dehors. Elle a glissé sur le toit et est tombée directement sur le béton. Elle n'a même pas senti la douleur quand elle était terrorisée. Alors qu'elle s'apprêtait à escalader la clôture, elle a entendu les sirènes de police. Les policiers sont entrés dans la maison. Ils ont immédiatement arrêté le clown et l'ont menotté. Quand il est passé à côté d'elle, son corps s'est mis à trembler de peur, malgré le soulagement que ce cauchemar soit enfin terminé. La police a contacté ses parents, qui sont revenus en urgence. Elle a pu les retrouver, et c'est seulement à ce moment-là qu'elle s'est sentie en sécurité. Depuis ce jour, Ruby n'a plus jamais voulu rester seule chez elle. Quant à ce clown, il a été condamné à plusieurs années de prison, pour effraction et pour tentative de meurtre. Nathalie a vécu chez sa grand-mère pendant une grande partie de sa vie. En face de leur maison, il y avait une femme, leur voisine, qui la regardait toujours d'une manière étrange. Elle détestait leur famille. Nathalie n'a jamais su pourquoi. Et cette femme ne s'en cachait pas. Ça se voyait dans ses yeux, dans la façon dont elle les fixait, comme s'ils avaient commis quelque chose d'impardonnable. Mais en 2015, alors que Nathalie avait 8 ans, quelque chose d'inattendu s'est produit. Cette même femme l'a appelée depuis son jardin, et souriait. C'était la première fois qu'elle se montrait aimable. Nathalie était une enfant innocente, alors elle a traversé la rue sans hésiter. La voisine tenait une poupée dans ses bras, une grande poupée d'environ 1 mètre de haut. Elle avait des cheveux blonds, coupés aux épaules avec une frange, et ressemblait à ces vieilles poupées des années 80 ou 90. Elle lui a tendu la poupée, et Nathalie l'a acceptée. Pourquoi aurait-elle refusé? Elle a ramené la poupée à la maison et l'a montrée à sa famille. Ils ont trouvé cela étrange qu'elle devienne gentille du jour au lendemain. Les jours ont passé, et sans raison précise, Nathalie a commencé à avoir peur de cette poupée. Elle n'a plus voulu s'en approcher, et n'arrivait plus à la regarder en face. Sa mère et sa tante trouvaient ça drôle. Elle lui faisait des petites blagues, comme poser la poupée à côté de son lit, avec une fourchette dans les mains pendant qu'elle dormait. Ce n'était pas pour lui faire peur, elles l'ont toujours aimée. Mais pour Nathalie, ce n'était pas drôle. Ces blagues la terrifiaient. Et puis, des choses étranges ont commencé à se produire. Sa grand-mère souffrait déjà de dépression depuis la perte d'un proche. Mais après l'arrivée de la poupée dans la maison, son état s'est brusquement aggravé. Elle a commencé à avoir des hallucinations. Elle ne reconnaissait plus personne, pas même Nathalie, pas même sa mère ni sa tante. La seule personne qu'elle reconnaissait encore, c'était son oncle. Elle disait voir la maison en feu. Elle racontait avoir vu Nathalie et ses cousins allongés morts dans la cuisine. Elle errait dans la maison sans but, sans parler clairement. Dans ses yeux, il y avait toujours une inquiétude, un air hanté, et n'était plus elle-même. C'était comme si quelque chose avait pris possession d'elle. La famille a fini par croire qu'il se passait quelque chose de spirituel. Ils ont fait venir un pasteur pour bénir la maison. Ils ont même contacté une médium d'une religion afro-brésilienne pour tenter d'expulser ce qui s'y trouvait. Pendant l'une de ces séances, la mère de Nathalie, qui a toujours été sensible au monde spirituel, a senti une main invisible autour de son cou, qui essayait de l'étrangler.
Finalement, la grand-mère de Nathalie a dû être hospitalisée en psychiatrie. Mais même là-bas, les hallucinations ont continué. Elle croyait que les médecins voulaient la tuer. Elle suppliait qu'on ne la laisse jamais seule. Et la poupée, son oncle l'a prise et l'a jetée quelque part, sur la route. Jusqu'à aujourd'hui, Nathalie ne sait pas ce qu'il y avait dans cette poupée. Elle ne sait pas si leur voisine l'avait maudite, mais c'est la seule explication qui fasse un tant soit peu sens. Sa grand-mère va mieux maintenant. Elle est stabilisée, mais elle doit encore prendre beaucoup de médicaments pour rester ainsi. La famille n'en parle plus vraiment, mais c'est une histoire qu'aucun d'eux n'oubliera jamais. Et cette femme, elle habite toujours en face de la maison de sa grand-mère. Elle le regarde toujours avec haine. Et une fois, elle a même essayé d'écraser Nathalie avec sa voiture. Nathalie aurait juste voulu comprendre pourquoi. Pourquoi cette femme l'a haïssée à ce point. Élise travaillait comme infirmière dans un hôpital, bien qu'elle ne puisse pas révéler exactement lequel à cause des règles de confidentialité. Récemment, une célébrité assez populaire était venue se faire soigner dans cet hôpital. Mais là encore, elle ne pouvait pas dire exactement de qui il s'agissait, pour les mêmes raisons. Honnêtement, elle a été très surprise qu'elle vienne là. Non pas qu'elle veuille mal parler de son lieu de travail, mais cet hôpital avait une réputation d'être particulièrement mauvais en matière de soins aux patients. Ce n'était pas qu'elle faisait mal son travail, loin de là. Mais il y avait beaucoup de chirurgiens qui faisaient des erreurs, sans jamais être renvoyés, pour une raison qu'elle ignorait. Son amie Patricia, qui était une immense fan, voulait absolument être assignée à ses soins après l'opération. Elle avait même envisagé de lui demander un autographe. Il devait arriver le lendemain pour sa chirurgie. Mais Élise, de son côté, devait s'occuper d'assister un chirurgien dans une autre intervention, celle d'un petit garçon qui avait avalé des billes en plastique. Elle avait été étonnée qu'il choisisse finalement d'opérer, alors qu'au départ, il recommandait simplement d'attendre que les billes ressortent d'elles-mêmes. Élise était postée près du site de l'opération, et tout semblait se dérouler normalement. Puis, sans prévenir, le chirurgien a glissé et a tranché la paroi de l'estomac de l'enfant. L'odeur qui s'est dégagée était insupportable. Malgré tous leurs efforts, ils n'ont rien pu faire, et l'enfant est décédé en moins de 10 minutes. Mais ce qui l'a profondément dérangé, c'était l'attitude du chirurgien. Après leur échec, il était sorti de la salle immédiatement, sans montrer la moindre émotion, pour aller annoncer la nouvelle aux parents. Sa journée de travail terminée, elle était partie prendre le métro, toujours bouleversée, et s'est arrêtée pour manger un bout avant de rentrer chez elle. Épuisée, elle s'est allongée directement dans son lit en arrivant, et avait regardé une série jusqu'à s'endormir. Cette nuit-là, elle a fait un cauchemar. Dans ce rêve, elle se trouvait à l'hôpital, et le petit garçon était là, debout devant elle. Tout son corps était creux, sa cage thoracique couverte de sang. Ses yeux avaient disparu, mais il la fixait quand même, et il pointait en direction du sol sans relâche. Élise s'est réveillée en sursaut. Elle était soulagée d'être sortie de ce cauchemar, mais la culpabilité de l'opération ratée la rongeait encore plus fort. Quand elle est arrivée à l'hôpital, Patricia était surexcitée. Elle n'avait pas arrêté de lui parler de la célébrité toute la matinée. Quand il est enfin arrivé, Patricia avait tenté de l'approcher pour lui parler, mais ses gardes du corps l'avaient immédiatement repoussée. Elle était retournée à son poste, déçue. Juste avant sa pause déjeuner, Élise a été convoquée dans le bureau de son superviseur. Il lui a dit qu'il avait une tâche extrêmement importante pour elle, qui devait être effectuée immédiatement. Il lui a ordonné d'aller chercher 10 cœurs au centre de transplantation, puis de les amener dans le sous-sol. Élise a été surprise et a essayé de poser des questions. Mais son supérieur l'a coupée net en criant « Soit tu fais ce qu'on te dit maintenant, soit tu peux partir et dire adieu à ton boulot. » Furieuse, elle est alors allée chercher des organes. Elle a trouvé une mallette qui l'attendait déjà, avec à l'intérieur une note signée par le directeur, lui donnant l'autorisation d'entrer dans une pièce restreinte du sous-sol, la salle 60. Elle n'avait pas la moindre idée de ce qu'il y avait là-bas, mais elle est quand même montée dans l'ascenseur pour descendre dans les sous-sols. En arrivant devant la salle 60, elle a montré la note au garde de sécurité. Il l'a regardée longuement avant de lui dire « C'est ta première fois, hein? Je suis désolée pour toi. Ne panique pas si tu veux t'en sortir. » Puis il a déverrouillé la porte, et Élise est entrée. Dès qu'elle a franchi le seuil, une odeur infecte l'a submergée. Un mélange de pourri, de métal rouillé et de chair en décomposition. Le sol était recouvert d'une substance visqueuse et glissante. Au centre de la pièce, il y avait une masse informe, difficile à identifier. Puis, elle a entendu une respiration profonde.
La masse avait commencé à bouger. Ce corps, car c'en était bien un, s'est mis à avancer vers elle. Élise a hurlé et a tenté de fuir, mais elle a glissé sur le sol poisseux. Son visage s'est écrasé contre cette matière, et elle a compris que c'était du sang. En se retournant, elle s'est retrouvée face à face avec la chose. C'était une créature massive, d'une pâleur cadavérique, plus grande et plus large que n'importe quel être humain. Elle avait d'immenses cornes recourbées, et à la place de la bouche, il y avait des rangées de dents noires acérées, entourant un trou béant. Mais la créature ne l'a pas regardée. Elle a seulement attrapé la mallette d'organes, l'a ouverte, et a commencé à engloutir les cœurs à pleine poignée. Elle les enfournait 3 par 3 dans sa gueule béante. Élise, terrorisée, s'est relevée et a couru hors de la salle, claquant la porte derrière elle. Le garde de sécurité l'a arrêtée, lui posant la main sur l'épaule et la fixant dans les yeux. Il avait l'air de vouloir lui dire quelque chose, mais il s'est ravisé. Une fois rentrée chez elle, elle tremblait encore, en tapant ce récit pour n'oublier aucun détail. Elle a reçu un SMS de Patricia, qui lui annonçait que la chirurgie de la célébrité était un immense succès. Maintenant, Ellie se demande ce qu'elle doit faire. Doit-elle dénoncer ce qu'elle avait vu? Et surtout, est-ce que quelqu'un la croirait? Arjun vit à Bangalore, en Inde, et il veut nous raconter une histoire vraie qui lui est arrivée quand il avait 13 ans. Un soir vers 20h, il était allongé sur son lit, face contre le matelas, les yeux fermés, avec de la musique qui jouait doucement dans ses oreilles. Soudain, il a senti qu'on lui tirait violemment les orteils. Il s'est retourné à regarder vers le coin du lit. Et c'est là qu'il l'a vue. Une main pâle, à peine visible, qui a glissé rapidement sous son lit. Au début, il a pensé que ça devait être son père. Son père adorait lui faire des blagues et le surprendre de temps en temps. Arjun s'est levé, a frappé sur le matelas avec ses 2 mains et a dit « Papa, je sais que tu es là-dessous, arrête de me faire peur. » En réponse, il a entendu un coup, venant de sous le lit. En riant encore un peu, il a frappé de nouveau, plus fort cette fois. « Papa, sors de là maintenant !» il a crié. Mais c'est alors qu'il a entendu la voix de son père, au loin dehors, lui demandant ce qui se passait. Son père était toujours dehors, en train de réparer la clôture. Et la seule porte menant au jardin était bien trop éloignée. Il était impossible qu'il ait pu sortir aussi vite. Sa mère était dans la cuisine en train de préparer le dîner, et son frère était dans une autre ville. Arjun est resté figé. Puis le cœur battant à toute vitesse, il a pris la fuite hors de la chambre. Quand il a essayé d'expliquer à sa famille ce qu'il avait vu, personne ne l'a cru. Ils lui ont tous dit que ça devait être son imagination. Mais Arjun savait ce qu'il avait vu. Il avait vu cette main glisser sous le lit. Et même si ce n'était qu'une illusion, qu'en est-il des coups qu'il avait entendus sous le matelas? Aujourd'hui, il a 19 ans, et il se demande encore ce qui se cachait sous son lit ce soir-là. Mais honnêtement, il est simplement heureux de ne jamais avoir regardé. Mala veut nous partager une histoire vraie qui lui est arrivée quand elle avait 7 ou 8 ans. En 2011, une tornade a frappé sa maison. Les dégâts ont été si importants qu'elle a dû aller chez sa grand-mère pendant quelques semaines, le temps que tout redevienne normal. Un jour, sa grand-mère a réuni presque tous ses petits-enfants pour passer la nuit. Il y avait Marcus, Lia, Amia, Rico et Nina. Ils ont tous dormi sur des matelas posés au sol. En pleine nuit, Mala s'est réveillée. L'horloge affichait 3h20, ou peut-être 3h40. Tout le monde dormait encore. Elle a regardé la télévision quelques minutes, puis son regard s'est détourné vers le couloir plongé dans le noir, sans qu'elle sache pourquoi. Au bout de 2 minutes, une silhouette est apparue. Elle ressemblait à son grand-père, avec un ventre énorme et une tête allongée. Mais il y avait quelque chose de bizarre. La silhouette avait la peau bien plus claire que lui. Son grand-père avait la peau très foncée. La silhouette marchait de façon étrange, comme si elle boitait. Ce qui était encore plus étrange, c'est qu'elle allait vers la chambre de son oncle, juste en face de celle de ses grands-parents. Il n'y allait jamais. Curieuse, Mala l'a appelée. La silhouette s'est arrêtée dès qu'elle a entendu sa voix, puis elle s'est tournée lentement vers elle. Quand Mala a vu son visage, son cœur s'est serré. Ce n'était pas lui, c'était autre chose. La silhouette a alors foncé sur elle. Terrifiée, Mala s'est cachée sous les couvertures et a essayé de s'endormir de force. Elle s'est réveillée plus tard,
vers midi ou 1 heure, après tous ses cousins. Elle leur a raconté ce qu'elle avait vu. Ils ont rigolé et lui ont dit qu'ils ne la croyaient pas. Tous sauf Mia, qui est restée silencieuse. Quand les autres sont allés se faire à manger, Mala a regardé Mia, qui l'a fixée en retour avec des yeux remplis de peur, et lui a dit à voix basse « Moi aussi je l'ai vu ». Pour Mala, cet incident était bien réel. Et chaque fois qu'elle restait seule à penser, ce souvenir lui revenait en tête. Elle n'arrive pas à croire qu'elle s'en souvient encore aujourd'hui. Elle a maintenant 20 ans, et elle refuse toujours de dormir sans une couverture sur la tête, et sans fermer la porte de sa chambre. Cet incident a eu lieu en Chine. Une conductrice de bus était au volant, quand 3 délinquants dans le véhicule se sont soudainement approchés d'elle. Ils ont commencé à la menacer pour qu'elle arrête immédiatement le bus. Les autres passagers ont ignoré la situation, mais un seul homme d'âge moyen s'est levé à tenter de les arrêter. Ils l'ont battue sans pitié. Les délinquants ont ensuite arrêté le bus, ont traîné la conductrice dans les bois à proximité, puis sont revenus avec elle un peu plus tard. Même si elle est revenue avec une apparence horrible, son visage est resté d'un calme étrange. La conductrice a alors ordonné à l'homme qui avait essayé de la défendre de descendre immédiatement du bus. L'homme a protesté, lui rappelant qu'il avait été le seul à essayer de l'aider. Mais la conductrice a crié en affirmant qu'elle ne repartirait pas tant qu'il ne serait pas descendu. L'homme a résisté, mais les passagers se sont alliés contre lui et l'ont forcé à sortir du bus avec ses bagages. Ce n'est qu'à ce moment-là que le bus a redémarré. L'homme était furieux, mais il n'a rien pu faire. Il a simplement regardé le bus s'éloigner dans son dos. Mais rapidement, il a été frappé d'un choc immense. Quand le bus a abordé un virage, il n'a pas ralenti et a littéralement plongé du haut d'une falaise. Tous les passagers du bus sont morts, sauf l'homme qui avait été expulsé. Liam veut nous partager une histoire à propos d'un rêve qu'il a fait. Il se préparait pour un voyage. Après avoir acheté son billet d'avion, il a attendu quelques jours avec excitation, puis s'est enfin endormi la veille du départ. C'est cette nuit-là qu'il a fait ce rêve étrange. Il a vu une femme dans son rêve, vêtue d'une veste colorée, les yeux et la bouche grands ouverts. Puis soudainement, elle a secoué son corps et a commencé à danser comme une folle. Surpris, Liam s'est réveillé en sursaut. Il a regardé l'heure et s'est rendu compte que l'heure d'embarquement était déjà dépassée. C'est à ce moment-là que son téléphone a sonné. Sa mère l'appelait. Dès qu'il a décroché, il a entendu la voix de sa mère, remplie d'inquiétude. Intrigué, il a allumé la télévision, et ce qu'il a vu lui a glacé le sang. L'avion qu'il avait réservé s'était écrasé, et le logo de la compagnie aérienne lui était affreusement familier. Ethan était victime de harcèlement lorsqu'il était au lycée. Un jour, il s'était endormi pendant un cours. Quand il a rouvert les yeux, il faisait déjà nuit dehors. Personne ne l'avait réveillé pendant la classe, alors il avait dû quitter la salle tout seul. Le couloir sombre lui a fait peur. Des larmes ont coulé sur ses joues. Il s'est senti profondément triste en réalisant qu'il était vraiment mis à l'écart. En descendant les escaliers, il est passé devant un miroir en pied qui se trouvait là. Avec la lumière de son téléphone, il a aperçu son reflet par accident, et il n'a pas pu détacher son regard. Ethan ne se voyait pas dans le miroir. Confus, il a regardé droit dans la glace, mais son reflet n'y était toujours pas. Il est resté là, à fixer ce miroir pendant quelques minutes, puis il a poussé un cri et a couru hors de l'école. En y repensant maintenant, il se demande si les autres élèves l'avaient vu en classe ce jour-là. Cette histoire est arrivée à Nathan une semaine avant son 19e anniversaire. Il avait invité 3 de ses amis les plus proches chez lui, puisque ses parents étaient partis en voyage pour quelques jours, et que sa sœur venait de déménager récemment. Environ 15 minutes plus tard, ses amis Kit, Jay et Marcus ont sonné à sa porte, les bras chargés de bière, prêts pour une soirée parfaite entre garçons. Ils ont regardé des films, vidé quelques canettes,
et même terminé par une bataille d'oreillers épique jusqu'à 22h45. C'est alors que Kit a proposé de jouer à un action ou vérité, version extrême pour rendre la soirée inoubliable. Les garçons ont surtout choisi vérité, ce qui a donné lieu à des questions embarrassantes, auxquelles ils ont dû répondre sous les moqueries. Mais au moment où c'était à Nathan de jouer, il a décidé de choisir action. Ils ont tous discuté entre eux pendant une bonne minute, jusqu'à ce que Jay le défie enfin de se déguiser en fille et de sortir dans la rue. Au début, Nathan a hésité, mais il a fini par accepter. Il a trouvé une perruque blonde dans une vieille boîte de rangement, vestige d'Halloween de l'année passée, et a enfilé une des robes de sa sœur, qu'elle gardait précieusement pour les grandes occasions. Puis ils sont sortis ensemble à la recherche de quelques passants à piéger. C'est là qu'il a remarqué un groupe d'hommes en train de fumer sur leur moto. Ils avaient tous l'air d'être dans la vingtaine bien avancée. Nathan marchait en passant juste à côté d'eux, tandis que ses amis restaient cachés derrière les buissons, attendant leur réaction. Très vite, il a senti leur regard fixé sur lui, et en jetant un œil discret, il a vu qu'ils s'approchaient de lui. Alors qu'ils se rapprochaient, l'un de lui a demandé s'il venait souvent dans le coin, et s'il pouvait avoir son numéro de téléphone. Nathan a éclaté de rire en retirant sa perruque, et leur a lancé « Dommage pour vous, je suis un mec, bande de nazes !» Mais leur réaction n'a pas été celle qu'il espérait. Il a vite compris qu'il venait de commettre une énorme erreur. Soudain, l'un des motards a sorti un couteau de poche et lui a lancé « Tu vas payer pour cette blague !» Pris de panique, Nathan lui a donné un coup de pied dans la jambe gauche et s'est mis à courir, pendant que les autres démarraient leur moto pour le poursuivre. Tous ses amis qui avaient assisté à la scène sont immédiatement retournés chez lui pour appeler la police. Pendant ce temps, Nathan tremblait de peur en courant vers la route principale. Mais ces types l'ont encerclé, lui barrant le chemin. L'un d'eux l'a violemment poussé au sol, le projetant sur le bitume rugueux. Celui qui l'avait frappé plus tôt est descendu de sa moto, a sorti à nouveau son couteau et s'est approché de lui avec le sourire le plus malsain qu'il ait jamais vu. Ne refais jamais ça, connard. Alors qu'il levait son bras pour le poignarder, Nathan, en hurlant, a remarqué qu'il s'arrêtait soudainement. Le son perçant d'une sirène de police venait de retentir tout près d'eux. Le bruit des sirènes s'est amplifié, et en une fraction de seconde, les motards ont pris la fuite, le laissant allongé sur la route, en état de choc total. Heureusement, ses amis, qui avaient eu le bon réflexe d'appeler les forces de l'ordre, l'ont secouru à temps. La police est arrivée pile au bon moment. Ils n'ont jamais revu ces types dans leur ville, et ils n'ont plus jamais joué à ce jeu stupide après cette nuit-là. Nathan n'ose même pas imaginer ce qui aurait pu lui arriver si la police avait été en retard, ne serait-ce que d'une minute. Il y a quelque temps, Samuel a eu envie d'aller faire du skateboard avec ses amis, dans le parking souterrain d'un immeuble. C'était un endroit où il y avait un espace réservé aux vélos au niveau le plus bas, et lui et ses amis adoraient y traîner pour faire du skate. Il a donc appelé Jordan, Dorian, Jaylen et Aditya un dimanche pour leur proposer d'y aller. Ils ont tous accepté et se sont retrouvés chez lui. Ils ont pris leur skate pour traverser les chemins abîmés entre les immeubles jusqu'au garage. Ils ont attendu qu'une voiture passe devant le capteur et ouvre la porte automatique, puis se sont engouffrés juste derrière elle pour entrer dans le parking. Une fois à l'intérieur, ils ont roulé un moment, chacun s'exerçant à ses figures. Puis sont descendus au niveau inférieur, dans la zone de stationnement des vélos, pour faire une pause et boire du soda. Soudain, une voiture est arrivée et s'est égarée à un emplacement d'où ils pouvaient la voir clairement. Le moteur tournait encore, et le conducteur était resté assis à l'intérieur. Puis, une camionnette a surgi et s'est arrêtée en plein milieu de la route, moteur éteint. Les deux conducteurs sont sortis et se sont rejoints à mi-chemin entre leurs véhicules. Ils étaient grands, imposants, capuche sur la tête. L'un d'eux a tendu de l'argent à l'autre, mais très vite, ils ont commencé à s'énerver et à se disputer violemment. Samuel et ses amis ont observé la scène, figés, tandis que les hommes gesticulaient en hurlant. Mais les échos déformaient leur voix, et ils ne comprenaient pas ce qu'ils disaient. C'est à ce moment-là que le chauffeur de la camionnette a sorti une arme à feu et a tiré dans la gorge de l'autre homme. Il s'est effondré, le sang s'étalant autour de lui. Le tireur a crié quelque chose, et deux hommes sont sortis de la camionnette. L'un d'eux a traîné le cadavre jusqu'à la banquette arrière de la voiture, pendant que l'autre nettoyait le sang sur le sol. Samuel a compris qu'ils étaient en danger. Dorian a murmuré qu'ils devaient partir immédiatement. Tous ont alors saisi leur skateboard en silence, et ils se sont cachés derrière un mur. Mais au moment où Jaylen se déplaçait pour les rejoindre, l'homme qui nettoyait le sang l'a aperçu et a hurlé vers le conducteur de la camionnette. Le moteur de la camionnette a rugi, et cédant à la pression, Aditya a crié de panique.
Tous ont balancé leurs planches au sol et ont commencé à fuir à toute vitesse. Samuel entendait le vacarme des planches qui roulaient, les cris, les pneus de la camionnette qui rugissaient derrière eux. Dorian, sur son skate électrique, a pris la tête en montant la rampe vers l'étage supérieur. Jordan roulait à côté de Samuel, et Aditya suivait de près avec sa trottinette. Jaylen, qui avait été le dernier à fuir, peinait à suivre le rythme. Ils ont vu la camionnette accélérer derrière lui. Samuel lui a crié de se décaler sur le côté. Jaylen a saisi son skate et a bifurqué brusquement à gauche, grimpant les marches d'une issue de secours. La camionnette a dérapé dans le virage alors que Dorian approchait de la sortie du parking. C'est à ce moment-là que Samuel a eu une prise de conscience. La porte du parking ne s'ouvrait qu'avec le capteur d'une voiture. Il a donc crié à Dorian de prendre l'escalier sur la droite. Dorian a obéi sans poser de questions. Samuel et Jordan ont sauté de leur planche et ont aidé Aditya à se faufiler dans l'escalier. Ils ont débouché dans le couloir sale d'un vieil immeuble. Samuel a immédiatement appelé Jaylen. Il a décroché et leur a dit qu'il était déjà sorti, devant l'immeuble, près de la route principale. Ils ont couru dans le couloir en portant leurs planches, jusqu'à trouver la sortie de secours. Ils sont sortis à l'air libre et ont retrouvé Jaylen. C'est là qu'ils ont appelé la police. Lorsque les policiers sont arrivés, ils ont fouillé le parking de fond en comble, mais n'ont trouvé aucune trace des véhicules ni des hommes. Ils ont alors vérifié les enregistrements des caméras de sécurité. La plaque d'immatriculation de la camionnette était cachée sous du ruban adhésif, mais celle de la voiture du conducteur abattu était visible. Les policiers leur ont dit qu'ils les tiendraient informés et les ont raccompagnés chez eux. Depuis ce jour, ni Samuel ni ses amis n'ont revu cette camionnette. Ils n'ont jamais reçu d'informations importantes de la police non plus. Ils ont fini par préférer le skatepark public du quartier, bien plus sûr. Et ils ne sont jamais retournés dans ce parking. Cette histoire nous vient d'Oma, qui vit dans une petite ville en Inde. Avec sa meilleure amie Raj, elles avaient réussi à convaincre ses parents de les laisser organiser une semaine complète de pyjama party pour célébrer le début des vacances d'été. Et ça les avait rendues folles de joie. Ses parents, tous deux médecins, avaient dû partir à une conférence urgente, ce qui leur laissait la maison rien que pour elles. Elles avaient passé la journée à s'amuser, faire des canulars au téléphone, se vernir les ongles, essayer de nouveaux maquillages et profiter à fond de cette liberté. Lorsque la nuit est tombée, elles ont décidé de regarder un film et elles ont fini par aller se coucher vers 2 heures du matin. Elles sont montées à l'étage, dans la chambre d'Ouma. Mais bien sûr, en bonnes adolescentes, leurs bavardages n'ont pas cessé. Tout était parfaitement normal, jusqu'à ce que Raj se fiche soudainement et murmure. « T'as entendu ça ?»« Entendu quoi ?» a demandé Ouma, un peu perdue. « La poignée de la porte qui a bougé », elle a répondu. Ouma n'y a pas prêté attention sur le moment, mais quelques minutes plus tard, elle a entendu ce même bruit. Ce frottement discret, presque imperceptible, leur a glacé le sang à toutes les deux. Puis, aussi soudainement qu'il avait commencé, le bruit a cessé. Ouma a jeté un œil par la fenêtre, mais il n'y avait personne. Elles ont tenté de reprendre leur conversation, mais ce malaise était toujours là, suspendu dans l'air. Un énorme fracas venant du rez-de-chaussée a brusquement brisé le silence. On aurait dit qu'un objet venait de tomber. Elles sont restées paralysées de peur, agrippées l'une à l'autre, leur esprit s'emballant à toute allure. Raj a décidé d'appeler sa mère, qui habitait à seulement quelques rues de là. Paniquée, elle s'est précipitée vers la maison d'Ouma, leur ordonnant de rester enfermée dans la chambre jusqu'à son arrivée. Elle savait où se trouvait la clé de secours, elle a donc pu entrer sans problème. Pendant qu'elles attendaient, elles ont entendu distinctement le bruit d'un vase qui éclatait juste devant la chambre. Elles étaient terrorisées, persuadées d'être en réel danger. Puis, la porte d'entrée s'est déverrouillée. La mère de Raj venait d'arriver, et en montant à l'étage, elle a frappé à la porte, les rassurant que tout allait bien. Quand elles ont ouvert, elle a éclaté de rire, leur expliquant qu'un chat errant avait réussi à s'introduire dans la maison. Elles étaient abasourdies, mais en se rappelant qu'elles avaient laissé une fenêtre ouverte plus tôt, elles ont fini par en rire aussi, même si la peur leur collait encore à la peau. Elles ont tout de même préféré passer la nuit chez Raj, histoire d'être plus tranquilles. Le lendemain matin, alors qu'elles déjeunaient tranquillement, un frisson a traversé Ouma. Elle s'est tournée vers Raj, le visage blême, et a soufflé doucement. Si c'était vraiment un chat, comment il a fait pour faire bouger la poignée? Cette question les a laissés sans voix.
Cette histoire nous vient de Nicolas, qui vit en Bulgarie. Elle lui est arrivée quand il avait seulement 7 ans. Il était resté chez sa grand-mère, dans leur village, pendant l'hiver. C'était un petit endroit tranquille où tout le monde se connaissait. Le soir de cet incident, il est sorti sur la place du village avec ses cousins et quelques amis. Ils avaient mangé, joué, et le temps passant trop vite, il s'était fait bien plus tard que d'habitude. Finalement, l'heure de rentrée était arrivée. Leur maison se trouvait tout au bout du village, et pour y aller, ils devaient marcher sur une longue route sombre. Il y avait des maisons le long du chemin, certes, mais c'était quand même le noir complet. Il y avait bien des lampadaires, mais aucun ne fonctionnait. En marchant, ils ont remarqué un homme debout au bord de la route. Au début, ils n'y ont pas prêté attention, jusqu'à ce qu'il s'en approche. Il n'avait pas l'air normal. Sa posture était étrange. Ses yeux étaient troubles. Il était ivre. Et quand ils sont passés à côté de lui, il a regardé directement la plus jeune cousine de Nicolas, qui avait à peine 5 ans, et lui a dit « T'es mignonne, toi. Tu veux venir chez moi? Je te donnerai des bonbons. » Nicolas s'est figé. Il a attrapé la main de sa cousine et a commencé à la tirer vers lui, ainsi que leur autre cousin, qui avait 6 ans. Il était le deuxième plus jeune, mais il était malin. Ils n'ont rien dit, ils ont juste accéléré le pas. Et l'homme, il est resté là, à les fixer. Quand ils sont arrivés chez eux, le cœur de Nicolas battait à tout rompre. Il y avait un portail devant la maison, et il était fermé à clé. Nicolas aidait ses cousins à escalader. Le portail n'était pas très haut, donc il a pu sauter par-dessus. Il a récupéré la clé sous le tapis, a ouvert la porte, les a poussés à l'intérieur, puis a tout verrouillé. La maison était silencieuse. Tout le monde dormait, même sa grand-mère. Ils sont montés jusqu'au 3e étage, là où se trouvait leur chambre. Nicolas a pris du bois et allumé le poêle en métal pour les réchauffer. Et quand tout lui a semblé à nouveau sûr, il a éteint les lumières. Mais quelque chose l'a poussé à regarder dehors. Il a entrouvert le rideau, et il était là, le même homme, juste debout, à les fixer. Nicolas n'a pas voulu effrayer ses cousins, qui commençaient déjà à s'endormir. Alors il a juste refermé les volets, et s'est assuré que la porte était bien verrouillée, puis s'est allongé entre eux. Finalement, il a fini par s'endormir aussi. Le lendemain, il n'a vu l'homme nulle part. Et pendant un moment, il a laissé son esprit croire que c'était terminé. Mais quelques jours plus tard, il a dû aller chez son autre grand-mère lui apporter des affaires. En arrivant, il a surpris une conversation entre des voisins. Et ce qu'il a entendu lui a glacé le sang. Il disait qu'un homme avait été arrêté la nuit précédente. Il avait suivi une petite fille dans le village, et il avait essayé de s'introduire chez elle. Il portait un couteau. Et à cet instant, tout s'est éclairé pour Nicolas. Cet homme, ce n'était pas juste un villageois ivre, c'était un prédateur. Et s'il n'avait pas protégé ses cousins et verrouillé cette porte à temps, Dieu seul sait ce qui leur serait arrivé. Cette histoire nous vient de Théodore, qui vit en Grèce. Il veut nous partager une expérience terrifiante qui lui est arrivée il y a environ 10 ans, quand il avait 11 ou 12 ans. C'était les vacances. Il est allé passer quelques jours chez ses grands-parents. Lui et son frère dormaient habituellement dans le lit double du salon, celui qui faisait face à la porte d'entrée. Mais cette nuit-là, ils ont dormi dans la chambre d'amis, parce que leur grand-mère s'était fracturé le dos récemment, et elle avait besoin du lit double. La chambre d'amis avait 2 lits simples. Théodore a pris celui qui se trouvait juste à côté de la fenêtre, qui donnait sur la rue. Ils ont éteint les lumières, baissé les stores, et se sont couchés vers 23 heures. Mais vers 2 heures du matin, il s'est réveillé. Un bruit de tapotement résonnait contre la fenêtre. Un malaise immédiat l'a envahi. Il a essayé de réveiller son frère, mais ce dernier dormait profondément, comme toujours. D'abord, il a pensé que ça pouvait être leur cousine Mila. Elle vivait dans l'appartement juste au-dessus, et elle avait 20 ans à l'époque. Mila rentrait souvent saoule pendant l'été, et elle oubliait parfois ses clés. Il s'est dit qu'elle essayait peut-être d'attirer leur attention pour qu'il lui ouvre. Mila? Il a chuchoté. Pas de réponse. Il s'est levé et il a marché discrètement jusqu'au salon, faisant attention à ne pas réveiller sa grand-mère. Il a ouvert la porte d'entrée et il est sorti. Il n'y avait personne. Mais quand il a tourné la tête vers la fenêtre de la chambre d'amis, il a vu de longues marques de griffures, faites par des ongles, qui striaient la vitre. Celui ou celle qui tapotait ne l'avait pas fait doucement. C'était violent. Théodore est rentré en courant.
Il a verrouillé la porte derrière lui et il est retourné dans la chambre. Il s'est glissé sous les couvertures, le cœur battant à tout rompre. Les tapotements ont repris presque instantanément, juste derrière la fenêtre. Il s'est recroquevillé sous les draps, paralysé. Il voulait tellement ouvrir les stores pour voir qui ou quoi se trouvait là dehors. Mais quelque chose au fond de lui a dit de ne pas le faire. Il est resté comme ça pendant ce qui lui a semblé être une éternité, jusqu'à ce qu'il s'endorme d'épuisement et de peur. Le lendemain matin, il a demandé à sa grand-mère si Mila était rentrée chez elle. Elle lui a répondu, surprise. Non, Mila est partie en voyage pour toute la semaine. Cette info lui a glacé le sang. Le village où il se trouvait était minuscule, à peine assez grand pour être appelé un village. Il n'y avait aucun hôtel, aucun endroit pour qu'un inconnu passe la nuit. La ville la plus proche se trouvait à 1h30 de route. La personne qui tapait à la fenêtre cette nuit-là n'était pas un étranger de passage. Ça devait être quelqu'un du village. À ce moment-là, il a pensé que c'était peut-être une farce. Il n'y avait que 2 autres enfants dans le coin, un frère et une sœur qui, comme eux, venaient seulement pour les vacances. Ils étaient bruyants, agaçants et toujours en train de chercher à les embêter. Alors il est allé jusqu'à leur maison et il a sonné. Personne n'a répondu. Il a demandé à un voisin, et celui-ci lui a dit « Oh, cette famille est repartie il y a 2 jours. Ils sont retournés à la capitale. » Alors, si ce n'était pas Mila, et si ce n'étaient pas les seuls autres enfants du village, qui était en train de taper à la fenêtre? Jusqu'à aujourd'hui, Théodore ne le sait toujours pas. Et il est heureux de ne jamais avoir levé ses stores. Dieu seul sait ce qu'il aurait vu. Cette histoire nous vient de Billy, une jeune fille indienne qui vivait au Suriname avec ses parents. Et à l'époque, avec sa grand-mère aussi. Tout ça s'est passé quand elle avait environ 7 ans. Elle partageait une chambre avec sa grande sœur de 14 ans, qu'on appellera Tiffany. Leur chambre se trouvait à l'étage, au 2e. Depuis toute petite, Billy avait toujours perçu des choses un peu étranges, mais ne s'en était jamais inquiétée. Jusqu'à cette nuit-là. Elle dormait sur la couchette du haut. Tiffany était en bas. En pleine nuit, elle s'est réveillée, sans raison. Elle a regardé autour d'elle, puis ses yeux se sont posés sur l'horloge. 3 heures du matin. Son lit était face à une fenêtre, et à cause de la lumière du balcon, la silhouette des choses derrière le rideau semi-transparent restait visible. Elle était sur le point de se rendormir, quand elle a tourné la tête, et elle l'a vue. Une petite main, une main d'enfant, plaquée contre la vitre. Juste posée là, derrière le rideau. La peur l'a paralysée. Billy allait dans une école chrétienne. Alors son premier réflexe a été de se cacher sous la couette et de prier. Elle a prié si fort qu'elle n'arrivait plus à penser à autre chose. Le lendemain matin, son regard s'est posé directement sur la fenêtre. Il n'y avait plus rien. Mais voilà, leur chambre était à l'étage. Il était impossible que quelqu'un se tienne à l'extérieur, juste derrière la vitre. Elle n'en a parlé à personne. Elle avait 7 ans, elle savait qu'on ne la croirait pas. Le soir suivant, malgré l'angoisse, elle est retournée se coucher. Et de nouveau, elle s'est réveillée en pleine nuit. Son regard a filé droit vers la fenêtre. La même main. Encore cette petite main d'enfant, collée à la vitre. Rien d'autre. Pas de bras, pas d'ombre, juste la main. Cette fois, elle a chuchoté. « Tiffany !» Elle a tenté de la réveiller. Mais sa sœur n'a pas bougé. Elle est restée là, paralysée par la peur, incapable de fermer l'œil. Encore une fois, elle s'est cachée sous ses draps. Elle a prié pour que Dieu fasse disparaître cette chose. Et elle a fini par s'endormir. Quand elle s'est réveillée, la lumière du matin passait à travers les rideaux. Mais la peur, elle, n'avait pas disparu. Un peu plus tard dans la journée, elle est montée dans le petit salon à l'étage, là où sa grand-mère passait le plus clair de son temps. C'était la seule personne à qui elle sentait qu'elle pouvait se confier. Au début, sa grand-mère restait sceptique. Mais plus Billy parlait, plus elle voyait son visage se tendre. Elle l'a écouté avec sérieux. Billy avait toujours été très proche d'elle. C'était facile de tout lui dire. Sa grand-mère lui a tendu une petite Bible et lui a demandé de la glisser sous son oreiller. Elle n'a rien dit à ses parents. Elle savait qu'ils se moqueraient. Et quand elle a fini par leur en parler, elle a eu raison. Ils ont ri. Ils lui ont dit que ce n'était qu'un rêve. Cette nuit-là, elle s'est endormie avec la Bible sous son oreiller. Et pour la première fois, elle a dormi sans interruption. Pas de main, pas de réveil au milieu de la nuit. Aujourd'hui qu'elle est plus grande, elle a appris à connaître les légendes de son pays. Et elle a compris. Cette main qu'elle avait vue, c'était probablement un bacrou.
Une créature issue du folklore local, petite, enfantine, qui ressemble à un enfant, mais qui n'en est pas vraiment un. Et si vous pensez que cette nuit-là était la seule fois où il a vécu quelque chose de surnaturel, détrompez-vous. Cette histoire nous vient d'Arnold. Il y a quelques années, pendant l'été, sa famille avait emménagé dans une nouvelle maison, bien plus grande que l'ancienne. L'intérieur était immense, moderne, presque trop parfait. Tout le monde était ravi, mais pas lui. Parce qu'il n'a pas réussi à se défaire de cette sensation bizarre, ce genre de malaise diffus qu'on n'arrive pas à expliquer. Quelque chose l'a dérangé dès le premier jour, sans qu'il sache pourquoi. Un soir, il est resté réveillé jusqu'à très tard. Alors qu'il enchaînait un énième film, il a commencé à entendre un son étrange. Une voix, une sorte de chant. D'abord, il a cru que c'était le film, ou bien son imagination. Mais même après avoir baissé le volume, la voix a continué. Elle était douce, presque mélodieuse. Elle semblait s'approcher lentement de sa chambre. Il a levé les yeux vers l'horloge murale. Il était presque 3 heures du matin. Il est resté là, figé. Il n'a pas bougé. Il s'est simplement recroquevillé sous sa couette, jusqu'à s'endormir. Le lendemain matin, il a demandé à sa mère et à sa sœur si elles avaient entendu quelqu'un chanter dans la nuit. Elles lui ont répondu non, en le regardant d'un air un peu inquiet, comme si quelque chose n'allait pas chez lui. Il a même cru apercevoir une certaine gêne dans leur regard. Mais elles ont insisté, et n'avaient rien entendu. Ce soir-là, il a décidé de rester éveillé exprès. Il voulait vérifier si cette voix allait revenir. Et elle est revenue. Exactement à 3 heures du matin. La même voix, la même chanson. Un air étrange, presque envoûtant. Il a senti son cœur s'accélérer. Il savait qu'il aurait dû rester dans son lit, mais quelque chose l'a poussé à se lever. Lentement, il a ouvert la porte de sa chambre. Le couloir était plongé dans le noir. Il a avancé, prudemment, puis il a tourné la tête. Et là, il l'a vue. Une femme qu'il n'avait jamais vue auparavant, et se tenait à l'autre bout du couloir. Elle portait une longue robe blanche, déchirée à certains endroits. Ses cheveux étaient longs, raides, noirs. Elle le fixait. Son regard était vide, mais perçant. Elle chantait. C'était le même chant, celui qu'il entendait depuis 2 nuits. Il a voulu courir, faire demi-tour, hurler. Mais son corps a refusé de bouger. Il était paralysé. Et puis, elle a commencé à avancer. Mais elle ne marchait pas. Elle glissait lentement au-dessus du sol, comme si elle flottait. À peine quelques centimètres. Mais c'était suffisant pour comprendre que ce n'était pas anormal. Plus elle approchait, plus elle distinguait son visage. Sa bouche semblait trop grande, anormalement large, comme si elle avait été déchirée. Elle n'avait pas de lèvres, juste une ouverture remplie de dents irrégulières, sombres, pointues. À cet instant, son cerveau s'est coupé. Il a perdu connaissance. Quand il s'est réveillé, il était allongé sur le sol, en sueur. Il a regardé l'heure, 3h30. La maison était silencieuse, le couloir vide, comme si rien ne s'était passé. Aujourd'hui, sa famille vit toujours dans cette maison. Et lui, il entend encore cette même voix, 2 fois par mois. Toujours vers 3 heures du matin. Toujours la même chanson. Mais chaque fois qu'il entend ce chant, dans le silence de la nuit, il sait qu'elle est encore là, quelque part entre les murs. Et il espère de tout son cœur qu'elle ne s'approchera plus jamais plus qu'elle ne l'a déjà fait. Cette histoire est arrivée à Elina quand elle était au collège. Son établissement était un vieux bâtiment, et certains endroits étaient presque délabrés. Il y avait 3 toilettes principales dans l'école. 2 étaient à peu près bien entretenues, mais la 3e, c'était une autre affaire. Elle était isolée du reste des bâtiments, toujours crasseuse, avec 6 cabines dont seulement 3 avaient encore une porte. Et même celle-là était toute abîmée. Lina détestait y aller, et elle n'était pas la seule. Toutes les filles fuyaient cet endroit répugnant. Un jour, alors qu'elle bavardait en classe avec ses amis, elle a senti qu'elle ne pouvait plus se retenir. Elle devait aller aux toilettes. Malheureusement, la plus proche, c'était précisément cette salle infecte. Elle a hésité, mais elle a fini par se résigner. Elle n'avait pas envie de tenter sa chance plus longtemps. Elle y est entrée, et tout de suite, l'odeur l'a frappée. Une puanteur écœurante, la pire qu'elle ait jamais sentie. En hâte,
Elle a choisi la dernière cabine. Elle a fait de son mieux pour que son pantalon ne touche pas le sol. Une fois sortie, elle est allée se laver les mains. L'endroit était silencieux, sinistre. Le seul son qu'on pouvait entendre, c'était celui de l'eau coulant du robinet. Puis, elle a entendu un petit bruit, un tapotement. Elle a coupé l'eau et a levé les yeux vers le miroir. Mais impossible de distinguer quoi que ce soit. La surface était trop sale. Elle a baissé la tête, fini de se laver les mains et commencé à les sécher. C'est là que le tapotement est revenu. Cette fois, elle a eu un frisson. Lentement, elle a levé la main et a essuyé la crasse du miroir avec sa serviette en papier. Et c'est là qu'elle l'a vu. C'était bien réel. Il y avait une main qui dépassait de l'une des cabines. Une main qui tapotait lentement contre la porte. Les doigts étaient anormalement pâles, fins comme des os. Elle a immédiatement tourné la tête pour vérifier. Mais il n'y avait rien. Les doigts avaient disparu. Elle s'est dit que c'était sûrement son imagination. Elle a pris une grande inspiration, décidée à effacer ça de son esprit. Et elle s'est tournée à nouveau vers le miroir. C'est là que la pire chose est arrivée. Elle s'est vue dans le reflet. Mais son reflet souriait. Pas un sourire normal. Un sourire figé, immense, irréel. Sa propre image lui souriait avec la bouche grande ouverte. Alors qu'elle, elle était figée, incapable de bouger, terrifiée. Puis elle a entendu le tapotement, encore une fois. Mais cette fois-ci, c'était son reflet qui le faisait. Sa propre image tapotait sur l'intérieur du miroir, comme pour attirer son attention. Et de l'autre main, elle lui faisait signe d'approcher. Lina a hurlé. Elle a laissé tomber sa serviette en papier et s'est enfuie des toilettes en courant. De retour en classe, elle a raconté ce qu'elle avait vu à ses amies. Mais bien sûr, aucune ne l'a cru. Elle n'a jamais remis les pieds dans ses toilettes jusqu'à la fin de l'année. Et même aujourd'hui, elle ne veut pas savoir ce qu'elle a vu ce soir-là. Elle reste toujours un peu méfiante quand elle croise un miroir. Parce qu'elle n'a jamais oublié. Elle sait qu'elle ne l'oubliera jamais. Quand Elias avait 6 ans, il est allé faire les magasins avec son père pour acheter des vêtements. Il passait un super moment, tout se déroulait bien, jusqu'à ce qu'il remarque qu'un homme le fixait. C'était un homme grand, au visage étrange, qui avait l'air d'avoir la trentaine. Puis s'est mis à lui sourire, un sourire vraiment dérangeant. Elias s'est demandé ce qui n'allait pas chez lui. Il a tout de suite prévenu son père, mais celui-ci l'a rassuré, lui disant que c'était rien de grave. Alors Elias a haussé les épaules et a vite oublié l'incident. Quelques minutes plus tard, alors qu'il patientait à la caisse, Elias a entendu quelqu'un chuchoter « Psst !» Il s'est retourné, et c'était encore ce même homme, toujours avec ce sourire. Il lui a lancé un bonbon. Elias n'acceptait jamais rien des inconnus en temps normal, parce que son père le lui avait toujours interdit. Mais cette fois, son père ne le regardait pas, alors il a attrapé le bonbon. Une fois rentré chez lui, Elias est monté dans sa chambre, s'est assis et l'a déballé. Mais à l'intérieur, il n'y avait pas de sucrerie, juste un petit papier plié. Un mot était écrit dessus. Fais attention. Il a trouvé ça étrange, mais il était jeune et insouciant. Il a simplement pensé que c'était une blague, et il a laissé tomber. Quelques semaines plus tard, pendant les vacances, sa mère était sortie à une fête, et son père était pris par le travail. Elias est resté seul à la maison. Et pour lui, ça voulait dire faire tout ce qu'il voulait. Il a passé la soirée sur YouTube en grignotant tout et n'importe quoi, jusqu'à 21h. Il commençait à s'endormir quand il a entendu un bruit dehors. Son cœur s'est emballé. Il a attrapé son téléphone et s'est précipité dans la chambre de ses parents. La pièce la plus sûre selon lui. Il a verrouillé la porte. Dans cette pièce, il y avait un écran de surveillance relié aux caméras de sécurité. Mais à l'écran, tout était rouge. Intrigué, il a rembobiné la bande d'environ 5 minutes. Et là, il l'a vu. L'homme du centre commercial, debout devant la caméra, en train de pulvériser de la peinture en bombe pour la recouvrir. C'est à ce moment-là qu'il a entendu des coups. Des petits bruits, quelque part dans la maison. Pris de panique, il s'est caché dans le placard de ses parents. Il a essayé d'appeler sa mère, puis son père, mais personne n'a répondu. Alors il a composé le numéro de la police. Il a expliqué calmement ce qui se passait. Les policiers sont arrivés en 5 minutes à peine. Ils ont fouillé toute la maison, et ils l'ont trouvé. L'homme était caché dans le grenier. Après son arrestation, les enquêteurs ont découvert que le type l'avait suivi depuis le jour où il y avait donné ce bonbon. Il connaissait son adresse.
Il avait prévu de cambrioler leur maison. Mais ce n'était pas tout. Les preuves montraient qu'il avait aussi l'intention de lui faire du mal. Elias s'en est sorti. Mais à chaque fois qu'il repense à ce moment, à ce visage qu'il a vu sur la caméra, la peur revient comme au premier soir. Cette histoire est arrivée à Martin l'été dernier. Il était parti à Ibiza pour une semaine avec son meilleur ami. Dès qu'ils ont posé leurs valises à l'hôtel le premier jour, ils ont sauté dans leur voiture de location pour aller au supermarché le plus proche. Sur la route, ils ont parlé de leur hôtel, situé dans un quartier très ancien, en périphérie de la ville. L'endroit était sale, délabré, et l'ambiance avait quelque chose d'étrange. Son ami était déçu, mais ils ont décidé de ne pas laisser ça gâcher leur voyage. Vers 3 heures du matin, après une soirée en boîte, ils sont revenus dans leur quartier. Mais ils n'ont pas retrouvé leur hôtel. Ils étaient complètement ivres et ont tourné en rond pendant un bon moment. Son ami s'est arrêté, a rigolé, puis a pointé une autre clôture de jardin. Derrière, ils ont vu l'hôtel. Il était juste là, à quelques mètres. Sans trop réfléchir, ils ont tenté d'escalader la clôture. Son ami a réussi à passer, mais Martin est tombé et s'est fait mal à la jambe droite. Il l'a aidé à se relever, et tous les deux se sont retrouvés au milieu d'un tas de buissons. « Qu'est-ce que ?» a murmuré son ami. Martin a levé les yeux, et c'est là qu'il a vu les pierres tombales. Ils étaient dans un cimetière. Ils se tenaient entre deux murs, et tout au fond, il y avait une petite chapelle. La porte était grande ouverte, et à l'intérieur, on voyait des bougies allumées. Martin s'apprêtait à lui demander ce qu'il fichait là, mais son pote, mort de rire, a continué d'avancer vers la chapelle avec de grands pas maladroits. À cause de sa jambe blessée, Martin n'a pas pu le suivre. Il a eu la nausée, a baissé les yeux un instant. Et quand il les a relevés, son ami était déjà à l'intérieur. Il a fait quelques pas de plus, mais il s'est arrêté en voyant la tête de son ami. Il était pâle comme la mort. Martin lui a demandé ce qu'il y avait, mais pas de réponse. Son ami a juste levé la main pour lui faire signe de reculer et de ne pas faire de bruit. Il a penché un peu la tête, comme s'il essayait de mieux voir quelque chose à l'intérieur. Martin a eu un mauvais pressentiment. Il a reculé lentement, sans le quitter des yeux. Puis il a entendu un bruit. Des pas. Le bruit de plusieurs personnes. 4 ou 5 peut-être. Son ami s'est retourné d'un coup, et il a hurlé de courir, sa voix submergée par la panique et l'urgence. Martin a entendu les pas se rapprocher. Quelqu'un criait des choses en latin. Juste au moment où il allait escalader la clôture, son ami l'a rejoint et l'a poussé pour l'aider à passer. Les pas étaient juste derrière eux. Ils ont sauté de l'autre côté, ont atterri brutalement, puis se sont retournés pour regarder à travers les barreaux. Plus rien, personne. Ils ont scruté les alentours, sans comprendre. Le silence était total. Ils se sont relevés, encore tremblants, et ont fini par réussir à rejoindre l'hôtel. Leurs jambes flageolaient. Son ami a franchi le hall en premier. Martin allait entrer à son tour. Mais juste avant de passer la porte, il a jeté un dernier coup d'œil derrière lui. Là, dans l'obscurité de la rue, il a vu 5 silhouettes. Elles portaient de longues robes noires et elles le fixaient. Il a paniqué, se précipita à l'intérieur et a monté les escaliers jusqu'à sa chambre. Depuis la fenêtre du 5e étage, il a essayé de les revoir. Mais il n'y avait plus personne. Pendant le reste du séjour, Martin est resté sur ses gardes. Mais ils n'ont plus jamais rien vu d'aussi étrange. Et même aujourd'hui, ils n'en ont jamais reparlé. Cette histoire est arrivée il y a quelques années, dans le quartier où Sana a grandi. Quand elle avait 6 ans, un événement tragique a bouleversé la tranquillité du voisinage. Un vieil homme, qui vivait juste en face de chez elle, a été assassiné chez lui par un cambrioleur. Non seulement le voleur lui avait dérobé tout son argent, mais il l'avait aussi poignardé à plusieurs reprises avec une brutalité choquante, avant de prendre la fuite. D'après la police, la scène du crime était tout simplement atroce. Malheureusement, le meurtrier n'avait jamais été retrouvé. Le jour où l'on avait transporté le corps du vieil homme en passant devant la maison de sa mère lui avait couvert les yeux de ses mains pour l'empêcher de voir. Mais malgré cela,
elle avait entrevu le visage du défunt à travers l'espace entre les doigts de sa mère. Cette image l'avait marquée. Même plusieurs mois après le drame, la maison du vieil homme n'avait trouvé aucun acquéreur. Des rumeurs inquiétantes avaient commencé à circuler dans le quartier. Les rares personnes qui s'approchaient de la maison disaient entendre des bruits de tout et des sanglots dans la pièce où l'homme avait été tué, surtout les soirs de pluie. 10 ans plus tard, toutes les familles qui avaient tenté de s'y installer avaient fini par fuir. Aujourd'hui encore, la pièce où le meurtre avait eu lieu n'était plus utilisée que comme des barins. À l'époque du lycée, Elina était complètement obsédée par les boys bands. Elle restait souvent réveillée jusqu'à très tard, parfois jusqu'à 3 heures ou 4 heures du matin, pour les écouter. Sa ville, encore en pleine construction à l'époque, était d'un calme absolu la nuit. Il n'y avait jamais personne dehors à ces heures-là. Un soir, vers 3 heures du matin, elle avait soudain entendu une femme chanter dehors. La chanson semblait vieille. Et ce qui l'avait frappée, c'est que la femme répétait inlassablement le même passage, sans jamais passer à la suite. Elle chantait, s'arrêtait 1 minute, puis recommençait, encore et encore. Amusée, Elina eut l'idée de lui répondre en chantant la suite, pour lui faire une blague. Mais avant ça, elle a quand même pris le temps d'envoyer un message à une amie. « Et il y a une femme qui chante dehors et elle répète toujours le même couplet. Je chante avec elle ?» Quelques instants plus tard, son amie lui a répondu. Et son message avait glacé Elina d'effroi. « Ne fais pas ça, c'est un fantôme. Il chante pour attirer quelqu'un. Et dès que quelqu'un chante avec eux, ils s'en prennent à lui. » Elina avait refermé sa fenêtre sans un bruit, et elle n'avait plus jamais entendu la chanson. Cette histoire s'est passée il y a plus de 25 ans, mais ses souvenirs sont encore gravés dans l'esprit de Sierra. Elle venait d'emménager avec son petit ami, un musicien. À cette époque, elle ne travaillait pas. Leur budget était limité, alors quand on leur avait proposé une maison à louer pour pas cher du tout, ils ont sauté sur l'occasion. Ça aurait dû être un signal d'alarme, mais ils n'étaient pas en position de refuser. La maison était éloignée du centre. Ils n'avaient presque pas de meubles et menaient une vie très simple, mais ils étaient heureux d'avoir leur propre espace. C'était une maison modeste, mais chaleureuse et agréable. Il y avait aussi une autre pièce dans le jardin, sans fenêtre, avec une seule chaise posée au milieu. Inutile de dire que l'endroit était extrêmement glauque, alors Sierra l'a évité dès le début. Pendant que son copain travaillait toute la journée dans une école de musique, elle s'occupait de la maison. Au début, tout se passait bien. Elle se sentait chez elle dans cette maison. Mais au bout de quelques semaines, des choses étranges ont commencé à se produire. Un jour, alors qu'elle cuisinait, elle a posé des conserves et des ingrédients sur la table de la cuisine. Mais quand elle s'est retournée pour les prendre, ils avaient disparu. Elle a d'abord cru les avoir oubliés sur les étagères. Mais quand les conserves et les couteaux ont commencé à apparaître dans des endroits absurdes comme la chambre, elle a commencé à y prêter attention. Son copain a vécu la même chose, et à chaque fois qu'il tombait dessus, il se contentait d'en rire. Mais tout a basculé le jour où ils ont décidé de nettoyer l'arrière-cour. Ils ont coupé l'herbe, jeté les déchets, et déplacé la chaise au centre de la pièce. Son copain l'a prise et l'a posée devant la maison pour qu'elle soit ramassée. Il lui a dit qu'il s'était senti mal dès qu'il avait mis un pied dans cette pièce. Elle a cru qu'il exagérait, mais quand elle y est entrée à son tour, elle a immédiatement senti une pression sur sa poitrine, avec une migraine perçante. Et tout est redevenu normal dès qu'elle a quitté la pièce. C'était effrayant. Alors ils sont allés à l'église, ont pris de l'eau bénite et du sel auprès du prêtre, puis ils ont nettoyé la pièce. Ils pensaient que ce serait fini après ça. Son copain est reparti travailler, et Sierra a continué le ménage à l'intérieur. Mais elle ne s'est pas sentie calme ou légère, comme c'était le cas d'habitude. Elle a eu sans arrêt l'impression que quelqu'un l'observait. Elle a vérifié toutes les portes et les fenêtres, mais il n'y avait rien. Malgré ça, elle est restée mal à l'aise et parano toute la journée. Quand son copain est rentré le soir, ils ont commencé à entendre du bruit dehors. Le quartier était un peu dangereux, surtout la nuit, alors il a été très prudent en sortant, pensant qu'il s'agissait d'un cambriolage. Mais tout semblait normal. Sauf que la chaise était revenue dans la pièce du jardin, exactement au même endroit qu'avant. Il s'est mis en colère, persuadé qu'un petit plaisantin leur jouait un tour. Il est sorti, puis a attrapé la chaise avec l'intention de la casser et de s'en débarrasser. Mais Sierra a vu la panique sur son visage. Il n'arrivait pas à la bouger. Elle n'était pas collée au sol, mais elle était presque immobile. Elle était complètement 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 immobile. Elle était compl
mais elle semblait peser une dizaine de tonnes. Peu importe ses efforts, elle ne bougeait pas d'1 centimètre. Il a alors eu une idée, a couru à l'intérieur, a pris de l'eau bénite et du sel, a tracé un cercle autour de la chaise et s'est mis à prier. C'est là qu'un bruit sourd a retenti. Des milliers, voire des millions de cafards ont commencé à sortir de toutes les bouches d'égout autour de la maison. Sierra avait une peur bleue des cafards, c'était son pire cauchemar. Ils ont laissé la chaise, sont rentrés en courant, ont vérifié toute la maison, verrouillé toutes les fenêtres et les portes, puis sont partis se réfugier chez sa mère. L'incident ayant eu lieu un vendredi soir, ils ont décidé de rester chez sa mère jusqu'au dimanche pour se calmer. Le dimanche après-midi, ils sont rentrés à la maison, et tout semblait être redevenu normal. Il n'y avait aucune trace d'insectes, mais la chaise était toujours là, à sa place. La maison était silencieuse. Ils ont commencé à se détendre. Et comme Sierra avait rempli le frigo avec des courses le vendredi, elle a décidé de préparer un bon dîner. Mais quand elle a ouvert le frigo, elle a vu une chose qui l'a profondément choquée. Tous les aliments étaient pleins d'asticots, complètement décomposés. L'odeur à l'intérieur était atroce. Elle n'avait jamais rien vu d'aussi répugnant. Le frigo était toujours branché et semblait fonctionner, mais les aliments n'étaient pas froids, et un tel niveau de décomposition était impossible en moins de 48 heures. C'était la chose la plus dégoûtante qu'elle ait jamais vue. Elle a hurlé et a appelé son copain, qui est resté tout aussi choqué. Il ne pouvait rien faire, ni pour les aliments, ni pour le frigo. Plus tard, ils ont décidé de rendre la maison et de déménager dans une autre ville. Et heureusement, Sierra n'a plus jamais rien vécu d'aussi étrange depuis. Mais cet épisode continue encore aujourd'hui à lui donner des frissons. Elena avait vécu avec sa grand-mère pendant longtemps, avant son décès il y a quelques années. Sa grand-mère avait souffert d'un infarctus cérébral de son vivant, ce qui l'avait laissée totalement paralysée d'un bras et d'une jambe. Elle ne pouvait même plus parler. Tout ce qu'elle parvenait à faire, c'était pousser des sons inarticulés, des grognements et des gémissements. C'était tout ce qui sortait de sa bouche. Elena, qui passait beaucoup de temps avec elle, ressentait une profonde tristesse en la voyant ainsi. Un jour, à l'occasion d'un grand jour férié, toute la famille s'était réunie dans leur maison. Il y avait ses parents, des oncles, des tantes, des cousins. Tout le monde discutait joyeusement autour d'un bon repas. Pendant ce temps, sa grand-mère était restée seule dans sa chambre. Quelques heures plus tard, les invités ont commencé à repartir, et toute la famille est sortie pour les raccompagner. Elena, elle, était restée auprès de sa grand-mère, assise à ses côtés. Elle ne voulait pas la laisser seule. On ne savait jamais, c'était au cas où. Elle s'était tournée vers elle et lui avait demandé doucement: « Mamie, tu veux aller leur dire au revoir ?» Sa grand-mère avait alors lentement tourné la tête vers elle, et elle avait ouvert la bouche. « Je suis embarrassée », elle a dit. Sur le moment, Elena était restée figée. Elle n'en revenait pas d'avoir entendu ces mots, prononcés avec une articulation parfaitement claire. Des années plus tard, après la mort de sa grand-mère, elle avait raconté cette histoire à toute la famille, lors de la veillée funéraire. Mais personne ne l'avait cru. Cette histoire n'est pas arrivée à Ellie personnellement, mais à son frère aîné. Quand il était étudiant à la fac, il avait rejoint le club d'alpinisme. Un jour, il est parti escalader une montagne très haute en Corée du Sud, avec 3 autres membres de son club. Comme la montagne était trop haute pour être gravie en une seule journée, ils ont décidé de s'arrêter dans une cabane à mi-parcours, pour se reposer et reprendre des forces pour le lendemain. C'était une cabane à 2 étages, et ce jour-là, manque de bol, l'électricité avait été coupée. Vous voyez le genre d'ambiance qu'il y a dans ce genre de soirée. Personne ne dort tôt dans ces cas-là. Sans surprise, ils ont bu pas mal d'alcool. Ils avaient allumé une lampe torche pour s'éclairer, et à un moment, ils l'ont dirigée vers un mur. Sur ce mur, il y avait des cadres contenant des portraits du premier, deuxième et autres gardes forestiers. Tout le monde a rigolé en voyant les têtes sur les photos, qui étaient assez étranges. Mais ils ont fini par s'endormir. Le lendemain matin, quand le frère Daly s'est réveillé, il a vu que 2 des membres étaient déjà redescendus de la montagne, et que celui qui restait était évanoui, de la mousse aux lèvres. Il a regardé autour de lui, sans comprendre, et c'est là qu'il a vu quelque chose d'impossible. Il n'y avait que de toutes petites fenêtres autour de la cabane. Alors, c'était quoi ces portraits encadrés qu'ils avaient vus la veille?
Quand Emily était petite, elle avait peur de dormir seule, alors elle dormait presque toujours avec sa mère. L'incident est arrivé quand elle était au lycée. Son lit ne faisait qu'une place, donc elles ont dormi chacune dans leur chambre, mais en laissant les portes ouvertes, leurs têtes alignées dans le même sens pour se sentir proches. Emily n'arrivait pas à s'endormir ce soir-là, alors elle a allumé son MP3 et s'est allongée en écoutant de la musique. Mais soudain, elle a senti quelque chose d'étrange. Elle a tourné la tête, et elle s'est figée. Elle a vu un pied posé sur le corps de sa mère. Quand on est trop effrayé comme c'était son cas, c'est difficile de se concentrer pour bien voir. Elle a lentement levé les yeux, et elle a vu la tête d'une personne, debout sur sa mère, littéralement. Quelqu'un était en train de lui marcher dessus. C'était la pire scène qu'elle ait jamais vue. Elle voulait tourner la tête, mais n'y arrivait pas. N'arrivait plus à parler. Même la musique s'était arrêtée. Ses yeux restaient figés sur ce visage. La bouche de cet être s'est mise à s'élargir, encore et encore, jusqu'à se fendre jusqu'à l'oreille. L'intérieur était rouge vif. Emily voulait réveiller sa mère. Elle s'est mordu la langue de toutes ses forces. Et elle a enfin réussi à crier « Maman !» Et là, tout a disparu, comme de la fumée. Sa mère a accouru dans sa chambre, l'a prise dans ses bras et l'a rassurée. Emily s'est blottie contre elle pour essayer de se calmer. Peu après, elle a remis ses écouteurs, relancé son MP3. Et c'est là que c'est devenu encore plus terrifiant. Tous ses fichiers avaient disparu. Elle avait environ 300 chansons, et tout s'était effacé sans raison. Elle n'a pas réussi à fermer l'œil de la nuit. Le lendemain matin, elle ne se sentait toujours pas bien, et elle a fini par casser son MP3. Mais elle continue de se demander, qu'avait-elle vu cette nuit-là? Et pourquoi tous ces fichiers avaient disparu? Dans le cadre de son travail, Madison devait souvent porter des perruques. Un jour, elle a eu besoin d'une perruque à coupe carrée. Elle en a donc acheté une et l'a laissée chez elle. Le lendemain, sa mère est soudainement entrée dans sa chambre et lui a demandé « Pourquoi tu m'appelles sans arrêt ?»« Hein? De quoi tu parles? Je ne t'ai jamais appelé » a répondu Madison. Mais sa mère insistait. Elle disait qu'elle entendait sans cesse la voix de Madison l'appeler. C'était très étrange. Mais finalement, Madison a fini par se convaincre que sa mère avait peut-être juste eu une hallucination auditive. Quelques jours plus tard, elles étaient en train de dîner devant un drama, comme souvent. Et là, une voix s'est fait entendre, très doucement. « Maman !» Madison, surprise et confuse, s'est tout de suite levée. Ce qui a achevé de la terrifier, c'est que la voix qu'elle venait d'entendre, c'était exactement la sienne. D'abord, elle a cru qu'elle avait mal entendu. Mais non, elle a continué à l'entendre. Elle a pris la main de sa mère et elles ont suivi le son. Il venait du meuble à chaussures, près de l'entrée. Et juste à ce moment-là, un cri si fort, si proche, appelant maman a retenti, manquant de leur causer un arrêt cardiaque. Elle est retournée dans sa chambre, complètement secouée, et elle a fini par s'endormir. Cette nuit-là, elle a fait un rêve. Des petites filles sautaient à la corde, au ralenti, comme dans un film d'horreur. Madison ne voyait pas leur visage. Ils étaient flous, comme couverts de brouillard. Quand elle a essayé de s'approcher, toutes les fillettes se sont tournées vers elle en même temps. Elle a hurlé. Leur visage n'existait pas. Devant, derrière, tout était recouvert de cheveux. Et elle a refait ce rêve plusieurs nuits d'affilée. Finalement, Madison et sa mère ont conclu qu'il y avait un problème avec la dernière perruque qu'elle avait achetée. Et ils ont décidé de la brûler, dans l'espoir de mettre fin à tout ça. Et étrangement, dès que Madison s'en est débarrassée, tout est rentré dans l'ordre. Comme si rien ne s'était jamais passé. Olivia veut nous raconter une histoire qu'elle avait lue quelque part et qui l'a marquée. Il y a quelques années, un corps a été retrouvé à la campagne. L'affaire a été particulièrement difficile à résoudre, car la victime était morte depuis longtemps, et pour ne rien arranger, il ne restait que des ossements blanchis. Mais dans cette situation compliquée, la police a remarqué quelque chose d'étrange. Un seul doigt du corps était resté parfaitement intact. Ils ont demandé une expertise au service médico-légal national, et grâce à cela, ils ont pu identifier la victime à partir de ce doigt. Ils ont même réussi à arrêter le criminel suite à l'enquête. Il s'est avéré que l'agresseur était la personne avec qui elle vivait. Il l'avait battue à mort un jour de pluie.
puis l'avait enterré dans la montagne, juste derrière leur maison. Plus tard, le détective chargé de l'affaire a déclaré lors d'une interview: « Quand on mène une enquête, il se passe souvent des choses qu'on ne peut pas expliquer. Mais je peux vous dire une chose, les fantômes existent, c'est sûr et certain. » Ce qu'a vécu Sophia ce jour-là n'est pas vraiment une histoire effrayante, mais elle n'a aucune explication rationnelle. Sa grand-mère était décédée peu de temps auparavant. Après avoir passé 3 jours de funérailles, la famille devait se rendre au cimetière une fois la crémation terminée. On leur avait dit que ça prendrait environ 1 heure, alors sa mère lui avait conseillé de faire une petite sieste dans la voiture en attendant. Puisqu'elle devait prendre le volant un peu plus tard, Sophia est retournée seule dans la voiture et s'est endormie. Mais peu de temps après, quelqu'un a commencé à la secouer doucement. Elle a entendu son prénom, alors elle a ouvert les yeux lentement. Et sa grand-mère était assise juste à côté d'elle. « Mamie ?» elle a demandé en se frottant les yeux. Et sa grand-mère lui a souri. « Oui, c'est moi. Ton grand-père m'appelle. Je pars en premier. Alors arrête de dormir, lève-toi. » Sophia était submergée de tristesse. Sa grand-mère lui manquait énormément. Elle s'est réveillée en larmes, envahie par une immense vague de nostalgie. En pleurant, elle est sortie de la voiture. Et c'est à ce moment-là qu'elle a vu sa famille s'avancer, portant la boîte contenant les cendres de sa grand-mère et son portrait. Elle a immédiatement raconté son rêve à sa mère, qui lui a caressé le dos avec tendresse et lui a dit: « Je pense que mamie voulait te dire au revoir une dernière fois. Tu étais peut-être la seule encore en train de dormir, alors elle est venue te faire ses adieux. » Cette histoire est arrivée à Arjun quand il était en première année de fac. Il avait déménagé dans une autre ville pour ses études et vivait dans un internat à ce moment-là. Un soir, lui et quelques amis ont décidé de sortir. Par chance, il avait emporté son scooter en venant dans sa nouvelle ville, ce qui leur a facilité les déplacements. Bien sûr, sortir de l'internat en pleine nuit n'était pas simple. Mais depuis le premier jour, Arjun avait su nouer une bonne relation avec le surveillant. Et ce soir-là, il les a aidés. Ils étaient 4 au départ: Arjun, Ilor, Jay et Aditya. 2 de leurs amis, Neha et Soumaya, devaient les rejoindre plus tard. Elles ont mis un peu de temps à arriver à l'endroit qu'ils leur avaient indiqué, mais elles sont venues. Ils avaient 2 scooters pour 6 personnes, donc Jay a proposé de conduire celui de Neha et de Soumaya. Tout le monde a accepté. Arjun, lui, a pris son propre scooter avec Ilor et Aditya à l'arrière. Alors qu'ils se préparaient à partir, Arjun a demandé à Neha où ils allaient. Elle a simplement souri et a répondu: « Suis-nous. » C'était l'hiver, l'air était glacial et il était minuit. Malgré tout, ils ont réussi à rouler. Peu à peu, Arjun a remarqué qu'ils s'éloignaient vraiment de la ville. C'est là qu'Aditya a demandé à Neha: « Où est-ce qu'on va ?» Neha a expliqué qu'elle connaissait un centre commercial abandonné, que plus personne n'osait approcher, à cause de rumeurs selon lesquelles il serait hanté. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à devenir étranges. Ilor n'aimait pas trop l'idée. Pour être honnête, Arjun non plus. Mais comme ils étaient déjà allés aussi loin, il n'a pas voulu gâcher la soirée. Il a accepté. Aditya, lui, s'est penché vers lui et a chuchoté: « Regarde Soumaya. » Quand Arjun s'est retourné, il a senti qu'il y avait un vrai problème. Soumaya était pâle, visiblement mal à l'aise. Il lui a demandé: « Soumaya, ça va? Tu te sens mal ?» Elle a secoué la tête. « Non, je ne suis pas malade. Mais il y a quelque chose qui me dérange. J'ai un très mauvais pressentiment. On devrait faire demi-tour. » Mais elle lui a répliqué sèchement de se taire, sinon ils allaient la laisser dans cette forêt. Avant qu'Arjun ait pu dire quoi que ce soit, Ilor a demandé à ce qu'il s'arrête. Il ne se sentait pas bien. Arjun a freiné, et Jay, qui était juste à côté, s'est arrêté lui aussi. Aditya a tendu une bouteille d'eau à Ilor, qui s'est assis sur une borne au bord de la route. Ils ont commencé à discuter, se demandant pourquoi le centre commercial avait été abandonné. Puis, sans prévenir, Soumaya a poussé un hurlement, un cri strident qui les a tous figés sur place. Ilor a recraché l'or qu'il était en train de boire et s'est levé d'un bond. Soumaya s'est mise à pleurer. Arjun s'est précipité vers elle, lui a pris les bras et lui a demandé frénétiquement ce qui se passait. Sa voix tremblait. Elle a répondu qu'il fallait partir, immédiatement. Elle les suppliait. Neha s'est énervée contre elle, lui criant d'arrêter de faire sa gamine. Mais cette fois, Soumaya ne s'est pas laissée faire.
et a crié encore plus fort que c'était à Néa d'arrêter, qu'il ne plaisantait pas. C'était tout ce qu'Arjun avait besoin d'entendre. Il lui a dit de monter sur le scooter. Tout le monde a repris sa place et ils ont fait demi-tour. Le trajet s'est déroulé dans un silence tendu. Soumaya s'agrippait à Jay avec force, ce qui a rendu Arjun un peu jaloux, il fallait bien l'admettre. Mais surtout, ça montrait à quel point elle était terrorisée. Vers 5h30 du matin, ils se sont arrêtés à un stand de thé. Dès qu'ils ont garé les scooters, Soumaya s'est ruée vers une chaise et s'est assise. Ils se sont rassemblés autour d'elle, encore secoués. Arjun lui a demandé si elle allait mieux, et si elle voulait quelque chose à boire ou à manger. Elle a secoué la tête, l'air vide, et lui a dit que non, qu'elle avait juste besoin de se reposer. Jay s'est approché et lui a demandé doucement ce qu'elle avait vu qui l'avait fait hurler. D'abord, elle n'a rien dit. Puis, comme si elle revivait la scène, son visage a pâli à nouveau. Ce qu'elle leur a raconté leur a glacé le sang. Elle a dit qu'au moment où ils sont entrés dans la zone boisée, elle avait remarqué une silhouette, une femme, cachée derrière les arbres. Elle n'avait pas bien vu au début à cause de la vitesse, mais quand Hilor s'est assis sur la borne, elle avait vu la femme distinctement et se tenait juste à côté de lui. Ses jambes étaient pliées dans des angles impossibles. Ses yeux étaient entièrement blancs. Sa peau était pâle, sans aucune vie. Ils sont tous restés figés, surtout Hilor. Il est resté là, à revivre la scène, incapable de bouger. Depuis cette nuit-là, Arjun n'est plus jamais retourné dans les environs, une fois la nuit tombée. Parce que parfois, on ne sait jamais qui peut être là à observer, caché derrière les arbres.